Bytown ou Ottawa au temps du Far West? Si l'Autochtone a su depuis toujours établir un lien harmonieux avec la nature et fonder un réseau d'échanges épousant les contours du territoire, du jour où il a mis le pied sur le continent, l'Européen a plutôt entrepris d'arracher et dessoucher la forêt, de la vider en somme de ses richesses et de ses mystères. Depuis, certains historiens résument l'histoire du Canada à l'exploitation successive d'une poignée de richesses naturelles en demande sur les marchés mondiaux. Il y a d'abord eu la morue, pêchée au large du Québec depuis le 16e siècle, puis les animaux à fourrure, chassés sans répit jusqu'au contrefort des Rocheuses, puis enfin la forêt, coupée sans relâche aux limites de l'épuisement écologique. La forêt comme ressource entre subitement dans l'histoire à l'occasion des guerres que mènent les Anglais contre Napoléon Bonaparte vers 1800. L'Angleterre a besoin de bois pour faire ses bateaux, mais pas n'importe lequel, les essences de bois les plus nobles, le chêne, le frêne, le merisier et surtout les majestueux pins rouges et blancs, ces grandes sentinelles de nos pinèdes de l'Outaouais, idéaux pour la mâture des navires. On va les couper avec une telle frénésie que, dès 1900, ces essences sont acculées à l'extinction. Le prix des grands pins atteint un sommet inégalé en 1810, entraînant une véritable ruée vers les forêts les plus accessibles. Les droits de coupe n'existant pratiquement pas, la forêt est alors aussi ouverte aux bûcherons que la mer l'était aux pêcheurs. Toute l'économie du Québec s'engage ainsi dans l'exploitation effrénée des plus belles forêts mixtes, essentiellement pour desservir le marché de la Grande-Bretagne. Derrière cette grande curée, des hommes endurcis par le travail éreintant et rompus aux bagarres, à la saleté et aux mouches noires. Du chantier dans la Haute-Gatineau jusqu'au quai d'embarquement des Douves dans le port de Québec, des milliers de bûcherons, cuisiniers, draveurs, raftman, sliman, foreman, cageux, charpentiers, équarrisseurs, passeurs, tourneurs, tonneliers, débardeurs, potassiers, cordiers. Toute cette industrie naît dans un chaos indescriptible. Aucune route pour sortir le bois. Qu'à cela ne tienne, on invente le flottage du bois pour le transporter. Le courant n'est pas assez fort. On construira des barrages et des estacades en pleine forêt. Le bois accumulé cause des embâcles meurtriers. On les fera sauter à coups de nitroglycérine. C'était un terrible pays où le droit cédait à la force. Les horreurs du régime et ses charivaris rendaient Bytown fameux comme un coin de la Corse. La guerre des Shiners. Dans l'Outaouais, les Canadiens français étaient surtout employés dans la coupe du bois, tandis que les immigrants irlandais travaillaient à la construction du canal Rideau entre Kingston et Bytown, appelé aujourd'hui Ottawa. Une fois le canal complété en 1832, des Irlandais s'établissent dans la région et commencent à supplanter les francophones sur les chantiers. Les Irlandais qui coupent surtout du chêne sont appelés chaîneurs par les Canadiens. De là le surnom de Shiners qu'ils adoptent. Ce terme viendrait aussi des chapeaux lustrés que portaient les nouveaux venus d'Europe ou encore du nom de la pièce de monnaie qui servait à payer les bûcherons. À la base du conflit, des entreprises de foresterie qui se disputent les meilleurs lots et qui attisent la haine entre travailleurs afin d'intimider la concurrence. L'enjeu se double d'une rivalité entre Irlandais et Canadiens pour occuper des emplois mal payés. Le désordre tient aussi pour beaucoup à l'absence de services de police, à l'alcool qui coule à flot et surtout à l'habitude bien ancrée dans l'Ouest depuis l'époque du commerce de la fourrure de régler les problèmes de concurrence par la violence et l'intimidation. La guerre des Shiners commence vers 1828 alors que plusieurs compagnies sont déjà installées à la tête des affluents de l'Outaouais. Au départ sporadique, les affrontements prennent une allure quasi militaire en 1835 quand un entrepreneur particulièrement cupide du nom de Peter Allen arrive à Bytown. Allen n'engage que des Irlandais qu'il dresse contre les Canadiens en les organisant en bandes armées qui terrorisent les chantiers rivaux et la population.
Il est alors le King of the Shiners et règne en toute impunité à Bytown, où il contrôle les débits de boissons et les voies d'accès, y compris le pont Union qui enjambe l'Outaouais. Aucun corps policier à Bytown pour lui tenir tête. C'est donc la pagaille. Quand on envoie des constables pour l'arrêter, les hommes d'Allen coulent leur bateau à vapeur. Les policiers ont vite fait d'apprendre qui est le maître à Bytown. Tout le long de la rivière des Outaouais, les clans rivaux se tentent des embuscades et se battent. Il y a des morts et les victimes sont parfois retrouvées au pied du pont Union. La guerre des Shiners culmine en 1837, mais se poursuit sporadiquement jusqu'à tard durant les années 40. Tandis que les patriotes se battent pour un pays autour de Montréal, à Ottawa, on s'entretue pour des territoires de coupe et des motifs raciaux attisés par les marchands de bois. D'abord un camp de voyageurs, au temps où la forêt profonde voyait les bûcherons passer en ravageurs, abattant les massifs pour commencer le monde. Joe Montferrand. De son vrai nom, Joseph Favre, Joe Montferrand est un colosse de 6 pieds 2 pouces, aux yeux bleus et aux cheveux bruns. Né à Montréal en 1802, il se rend dans la région de Bytown en 1827, où il devient un draveur célèbre, reconnu et salué dans toutes les paroisses du fleuve quand il descend aux commandes de quelques gigantesques cages de bois. Il tire sa renommée de redresseur de tort du fait de sa force et de son adresse surnaturelle. Il se sert apparemment de sa jambe comme d'un fouet, mais surtout du fait qu'il ne pouvait supporter qu'un anglophone exprimât du mépris envers ses compatriotes. Durant les guerres de clans, Joe Montferrand est régulièrement aux prises avec les Shiners et devient le héros des Canadiens. D'après Wilfrid Laurier, aucun nom après celui du grand Papineau n'a été plus popularisé partout où, sur la terre d'Amérique, se parle la langue de France. Déjà de son vivant, Montferrand faisait figure de légende et ses contemporains lui prêtaient toutes sortes d'exploits physiques extraordinaires. Apparaît alors une passion nationale pour les hommes forts qui ne s'est pas démentie depuis. À titre d'exemple, ces gestes de Montferrand, maintes fois rapportés. En 1829, sur le pont de la Chaudière à Hull, il aurait fait face seul à 150 Shiners enragés. Montferrand en aurait saisi un par les pieds, puis s'en serait servi en guise de massue pour faucher les uns et jeter les autres dans l'Outaouais. Plus bizarre cependant est cette histoire selon laquelle le Grand Joe se trouve sans argent pour payer à l'hôtel du Castor d'Ottawa. Sans prévenir, il se lance en l'air de toutes ses forces, son pied marquant le plafond. Montferrand s'explique ensuite au propriétaire de l'hôtel en disant que les gens allaient venir pour voir cette marque et que les curieux allaient finir par payer ma bière. Joe Montferrand aurait ensuite pris l'habitude de marquer son arrivée dans une taverne en étampant son talon au plafond. Bientôt, tous les tenanciers de l'Outaouais allaient prétendre détenir une marque de Joe Montferrand dans leur établissement. On peut aujourd'hui se rappeler son souvenir devant sa modeste pierre tombale au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal, où il est mort et enterré en 1864. Ou encore en écoutant la chanson que lui consacre Gilles Vigneault, peut-être la plus belle de son répertoire. Alors que la France célèbre Molière et Baudelaire, et l'Angleterre Shakespeare et Byron, le Québec a pour icône des bagarreurs pugnaces, de Joe Montferrand à Maurice Richard, ces hommes de peu de mots, les héros d'un peuple longtemps humilié et privé de parole. C'était un terrible pays, Bytown, Bytown. Un mot à propos de Benjamin Sulte. Autodidacte, il a laissé l'école dès l'âge de 10 ans à la mort de son père. Benjamin Sulte allait pourtant devenir notre historien le plus prolifique. Il est l'auteur d'une monumentale histoire des Canadiens français, d'une douzaine d'autres ouvrages et de pas moins de 3600 articles historiques. Il y aborde tous les aspects de notre vie nationale, mais avec une prédilection pour l'histoire de sa terre natale, la Mauricie. Depuis Benjamin Sulte, la ville de Trois-Rivières est ainsi devenue une véritable pépinière d'historiens.
On pense bien sûr à l'abbé Albert Tessier, auteur d'ouvrages et de films historiques, à qui l'on doit le mot Mauricie, ainsi qu'à ses protégés, le fameux trio formé de Jacques Lacourcière, Jean Provencher et Denis Vaugeois, aussi célèbres qu'excellents historiens. Encore aujourd'hui, le département d'histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières est l'un des plus dynamiques au Québec. C'était un terrible pays où le droit cédait à la force. Les horreurs du régime et ses charivaris rendaient Bytown fameux comme un coin de la Corse. D'abord un camp de voyageurs, au temps où la forêt profonde voyait les bûcherons passer en ravageurs, abattant les massifs pour commencer le monde. Puis ces visiteurs s'en allant, arriva le colon paisible. Un hameau remplaçait le pauvre camp volant, la charrue entama le terrain accessible. C'était un terrible pays où le droit cédait à la force. Les horreurs du régime et ses charivaris rendaient Bytown fameux comme un coin de la Corse. Pour ouvrir le canal Rideau, des rôdeurs de la pire espèce mirent leur campement au centre d'un plateau. Un bouge se corte en une ignoble kermesse. La bourgade du fond des bois devint presque une capitale, où le clan des Shannons, s'émancipant des lois, exerçait le pouvoir sous la forme brutale. C'était un terrible pays où le droit cédait à la force. Les horreurs du régime et ses charivaris rendaient Bytown fameux comme un coin de la Corse. La légende a gardé pour nous ce vieux souvenir lamentable. Mais pour les vagabonds, le joyeux rendez-vous offrait les agréments d'un séjour délectable. C'était un terrible pays, Bytown, Bytown, Bytown. C'était un terrible pays, Bytown.